C'est un échec cuisant selon beaucoup, il est déjà qualifié d'ailleurs pour certains d'un accord sans ambition. La COP30, le sommet annuel sur le climat, s'est achevé ce samedi au Brésil, et autant dire les choses, la déception est importante chez beaucoup d'ONG. Alors de quoi parle-t-on exactement et pourquoi est-ce que cet accord finalement inquiète beaucoup? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour. Alors les COP, c'est donc ces conférences organisées par l'Organisation des Nations Unies qui réunissent près de 194 pays. Ces conférences, elles permettent de négocier des accords internationaux pour le futur et de faire un point aussi sur les progrès accomplis s'il y en a en matière de climat. Et donc cette année, c'était la 30e édition de la COP 30 donc. Elle s'est tenue du 10 au 21 novembre à Belém au Brésil. On a eu l'occasion d'en parler ces derniers jours. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette COP? Eh bien l'un des enjeux de cette conférence, c'était notamment d'acter le fait que les pays les plus riches doivent aider financièrement les pays en développement. Et cette aide financière, elle sert tout simplement à transitionner vers des économies plus écologiques et plus responsables. En effet, on va pas rentrer dans les détails, mais les pays en développement, ils dépendent aujourd'hui majoritairement des énergies fossiles comme le charbon, le pétrole ou encore le gaz. Des énergies qui ont quand même l'avantage d'être souvent peu coûteuses à court terme et efficaces, même si évidemment, je ne vous apprends rien, le pétrole, le charbon ou encore le gaz, ça a un impact sur le climat de façon absolument immense. L'enjeu là, c'est donc que les pays les plus riches, qui sont par ailleurs souvent les pays les plus polluants, eh bien s'engagent à financer et à aider donc cette transition énergétique pour les autres pays. Et sur ce point, le texte validé par la COP, il incite désormais les États à progresser vers de grands engagements qui avaient déjà été évoqués en 2024. Il est question notamment de 300 milliards de dollars par an d'ici 2035 pour ces pays en développement, avec un objectif d'atteindre un total de 1300 milliards de dollars publics et privés pour financer cette transition. Mais disons les choses, et c'est là l'une des premières limites de cet accord, ce montant, il est toujours jugé insuffisant par les pays bénéficiaires qui réclamaient des financements supplémentaires pour permettre cette transition. Autre chose que l'on peut noter, la COP30, elle a aussi acté qu'il fallait notamment tripler d'ici l'année 2035 les financements liés à l'adaptation au changement climatique. Alors qu'est-ce qu'on entend ici par adaptation au changement climatique? En fait, l'idée ici, c'est de gérer en quelque sorte les conséquences du changement climatique, des conséquences qui ne viendront pas dans quelques années. Elles viendront dans quelques années, mais elles sont déjà présentes aujourd'hui. Et donc des choses à laquelle on peut penser, c'est par exemple la construction d'infrastructures pour répondre aux phénomènes de canicule ou encore aux phénomènes d'inondation qu'on a observé encore cet été. Mais là aussi, sur cette question-là, il y a de nombreux analystes et de nombreux pays en voie de développement qui ont déploré des objectifs qui restent vagues, sans échéance précise, sans obligation juridique non plus. C'est pas quelque chose de nouveau, le fait qu'il n'y ait pas d'obligation juridique, on l'a déjà observé sur les précédentes conférences sur le climat. Bon, mais l'autre limite majeure, peut-être la plus importante, c'est le fait que les pays européens, mais aussi des pays touchés directement par la montée des eaux et le changement climatique, souhaitaient qu'il y ait l'instauration d'une feuille de route pour organiser la sortie progressive du charbon, du pétrole et du gaz. Sauf que, cette feuille de route pour sortir des énergies fossiles, elle n'a pas réussi à faire consensus et à être adoptée. En fait, il y a plusieurs pays producteurs d'énergie fossile majeurs comme la Chine, l'Inde, l'Arabie Saoudite, le Nigeria ou encore la Russie qui se sont opposés tout simplement à cette feuille de route. Et sur cet enjeu donc de sortie des énergies fossiles, le texte final, il ne contient pas de mention explicite sur cette question, pas de mention explicite donc sur le fait qu'il faille sortir des énergies fossiles, et ce donc alors que le consensus scientifique sur le sujet, il indique de façon très claire que c'est absolument indispensable d'en sortir. Alors plusieurs ONG environnementales ont vivement critiqué ce choix et estiment que cela affaiblit considérablement l'efficacité des négociations pour limiter la hausse des températures mondiales. Et donc on en vient ici à la question des réactions. Alors globalement ce qu'on peut voir, c'est que les réactions dépendent pas mal des différents pays. Du côté par exemple de la Chine, dont on a beaucoup parlé d'ailleurs, on avait fait un sujet dans les actus du jour, vous l'avez peut-être vu, sur la question de la Chine et cette forme d'ambivalence sur la situation. La Chine a salué, je cite, un succès dans une situation très difficile, tandis que la ministre française de la transition écologique, Monique Barbu, évoque à l'inverse un accord sans ambition. Selon l'ONU, 2024 est la première année où la hausse de la température mondiale a dépassé les 1,5 degrés par rapport au niveau pré-industriel, donc par rapport à 1850. Et c'est un élément important puisque ce 1,5 degré, ça correspond à la limite qui avait été fixée par l'accord de Paris conclu lors de la COP21 en 2015. C'était d'ailleurs au passage l'objet de la toute première vidéo sur cette chaîne YouTube il y a quasiment 10 ans maintenant, même si je pense que très peu de monde était présent ici au moment où j'avais lancé cette première vidéo. À noter au passage que de nombreuses organisations, dont l'Alliance d'associations Kick Big Polluters Out, ont dénoncé la présence de plus de
1600 lobbyistes des énergies fossiles qui ont donc été autorisés à participer à cette COP. À noter au passage aussi que les États-Unis n'étaient pas présents dans ces discussions, c'était un choix de Donald Trump, là aussi on a eu l'occasion d'en parler. Deux dernières petites infos en vrac, l'accord de Paris de 2015 justement, il imposait de présenter tous les 5 ans un document précis qui est censé exposer la manière dont les pays entendent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, et sur ce point, seuls 40% des pays présents ont joué le jeu cette année. Autre élément enfin qu'on peut retenir de cette COP, elle a reconnu officiellement la nécessité de lutter contre la désinformation climatique. La désinformation climatique, qu'est-ce que c'est? C'est donc le fait de nier le changement climatique ou alors l'impact de l'homme sur ce changement. Et sur ce sujet en France, on vous en a parlé d'ailleurs sur Instagram la semaine dernière, l'Arcom, donc le gendarme de l'audiovisuel, a condamné à une amende de 20 000 € la chaîne CNews pour désinformation climatique justement. Je vous mets des liens directement en description pour en savoir plus. Bref, cette COP, elle s'est terminée ce week-end et autant dire les choses, on en a assez peu entendu parler, donc ça me paraissait important de faire un nouveau point sur le sujet aujourd'hui. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. Au passage, pour tous les nouveaux, je rappelle que ce format des actus du jour, mais aussi les actualités culturelles ou encore mes interviews sont disponibles sur le même flux de podcasts. C'est sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou autre. Vous tapez Hugo Décrypte, vous vous abonnez, vous mettez d'ailleurs potentiellement une bonne note si ça vous plaît. C'est une autre façon de s'informer au quotidien et d'ailleurs j'ai fait pas mal de dédicaces ces derniers jours de la BD. Vous étiez nombreux à dire que vous écoutiez ce format tous les jours en podcast. Donc voilà, on a lancé ça il y a quelques années et je tiens à vous remercier pour votre confiance sur ce format-là. Allez, je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette première actu. Emmanuel Macron souhaiterait instaurer un nouveau service militaire en France, 29 ans après sa suppression par l'ancien président Jacques Chirac. Selon le journal La Tribune, il devrait l'officialiser ce jeudi. Alors ce service militaire français devrait débuter dès 2026. Il concernerait les jeunes de 18 ans et se baserait uniquement sur le volontariat. Les volontaires donc recevraient un salaire compris entre 900 et 1000 € par mois. Et pour ne pas perdre d'années d'études, ils recevraient également des crédits ECTS, donc des points utilisés dans l'enseignement supérieur européen pour mesurer la charge de travail d'un étudiant. L'objectif affiché du gouvernement, c'est d'avoir 3000 volontaires la première année, puis 10 000 les années suivantes pour atteindre 50 000 d'ici l'année 2035. Alors pour l'instant, il n'y a pas vraiment eu de réaction sur ce potentiel service militaire, mais il faut savoir que dans une note publiée en mai dernier, le Haut Commissariat au Plan avait évalué le coût d'un tel projet, 400 millions d'euros par an s'il atteint les 10 000 jeunes en 2030, puis 2 milliards d'euros si l'objectif des 50 000 jeunes en 2035 est rempli. Il pourrait donc potentiellement y avoir des critiques sur le budget, alors que la dette de la France ne cesse d'augmenter, on verra ce qu'il en est. Deuxième actu, la Belgique est en grève pour les 3 prochains jours, les Belges s'opposent aux mesures d'économie du gouvernement. L'objectif affiché du Premier ministre, Bart De Wever, c'est de réduire la dette publique, qui s'élève à 607 milliards d'euros pour le second trimestre 2025, soit 107% du PIB du pays, le PIB étant les richesses produites en un an par un pays. Alors les cheminots et une partie des transports en commun sont d'ores et déjà à l'arrêt ce lundi, les enseignants devraient suivre le pas ce mardi. Mercredi, c'est l'ensemble du pays qui va se mettre en pause avec les hôpitaux, les prisons ou encore la télévision publique en grève. Tous les vols au départ de la Belgique sont aussi annulés ce mercredi. En tout cas, ce lundi matin, Bart De Wever a annoncé un accord budgétaire surprise qui prévoit 9,2 milliards d'euros d'économies d'ici 2029 et quelques concessions. Par exemple, les salaires resteront indexés jusqu'à 4 000 € bruts, c'est-à-dire qu'ils augmenteront si le coût de la vie augmente, mais donc pas au-delà de 4 000 € bruts par mois. La TVA, donc la taxe d'État sur chaque vente de produits ou de services, va être augmentée sur les hôtels, la livraison de repas et les activités sportives. En revanche, elle va diminuer sur le prix du gaz. Le programme sera voté à l'Assemblée belge ce vendredi. Troisième actu, l'Ukraine et les États-Unis ont progressé dans leurs négociations sur un accord concernant un plan de paix pour la guerre entre l'Ukraine et la Russie. De son côté, la Russie a critiqué ces négociations, qualifiant les modifications apportées de, je cite, totalement contre-productives, selon le conseiller russe pour la politique étrangère, Yuri Ushakov. D'abord présenté ce vendredi, on en parlait, le plan de Donald Trump avait été rejeté par l'Ukraine car il était jugé trop favorable à la Russie. Il prévoyait notamment une concession de certains territoires et une réduction de l'armée ukrainienne. Cette nuit, l'Ukraine et les États-Unis ont donc annoncé avoir rédigé, je cite, une nouvelle version affinée d'un cadre pour un accord de paix qui devra, je cite toujours, respecter pleinement la souveraineté de l'Ukraine. L'Europe a également réagi à la suite d'une réunion entre les dirigeants de chaque pays. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, donc l'une des principales instances de l'UE, a estimé, je cite, qu'il reste encore du travail. De son côté, le chancelier allemand Friedrich Merz a annoncé que les chances d'un accord sont faibles, appuyant le fait que la Russie doit être présente à la table des négociations. Quatrième actu, l'armée israélienne a annoncé avoir tué Haitham Ali Tabatabai, un haut responsable militaire du Hezbollah, ainsi que 4 autres de ses membres dans des bombardements visant le sud et l'est du Liban. Le Hezbollah, c'est un parti politique et un groupe paramilitaire
militaire islamiste libanais, classé comme organisation terroriste par de nombreux États. Et donc le bombardement israélien a eu lieu alors qu'un cessez-le-feu a été mis en place entre les deux pays depuis près d'1 an. Ce bombardement a fait au moins 28 blessés et détruit 3 étages d'un immeuble dans un quartier très peuplé de la ville. Haitham Ali Tabatabai figurait sur la liste terroriste américaine depuis 2016. Le président libanais, Joseph Aoun, a demandé à la communauté internationale, je cite, d'assumer ses responsabilités et d'intervenir sérieusement et avec force pour mettre fin aux attaques contre le Liban. De son côté, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a affirmé que son pays, je cite, ne permettra pas au Hezbollah de reconstruire son pouvoir alors que les négociations sur le désarmement du mouvement et le respect du cessez-le-feu restent bloquées. Cinquième actu, une proposition de loi contre les violences sexistes et sexuelles portée par la députée socialiste Céline Thiébaut-Martinez et co-signée par des députés de 8 groupes politiques différents a été présentée ce lundi à l'Assemblée nationale. Alors je vais pas pouvoir vous détailler toutes les mesures car la loi contient 78 articles, mais elle propose par exemple de créer une formation pour tous les policiers et gendarmes chargés d'accueillir les victimes et d'enquêter sur ces faits de violences sexistes et sexuelles. Elle plaide également pour une évolution de la prescription, donc pour rallonger le délai passé auquel on ne peut plus réclamer un droit ou engager une action en justice. Autre mesure souhaitée, la mise en place d'un entretien annuel pour chaque enfant dès la maternelle, puisqu'on sait qu'en moyenne 3 enfants par classe sont victimes de violences sexuelles, selon le communiqué. Un autre article prévoit également de supprimer le devoir conjugal du droit français. Le devoir conjugal, c'est l'obligation pour les personnes mariées de partager une communauté de vie incluant le respect, la fidélité, le secours et l'assistance mutuelle. Le coût des mesures prévues dans cette proposition de loi est estimé à près de 3 milliards d'euros. Selon les derniers chiffres officiels publiés ce jeudi par la mission interministérielle pour la protection des femmes, les féminicides ont augmenté de 11% entre 2023 et 2024, avec 107 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Parmi elles, 37 avaient signalé ces violences aux forces de l'ordre. Cinquième actu, 50 des 303 élèves enlevés dans une école catholique la semaine dernière dans l'état du Niger, une région du Nigeria en Afrique de l'Ouest, ont réussi à s'échapper dans la nuit de vendredi à samedi. Il reste encore 275 prisonniers selon l'association chrétienne du Nigeria. En fait, dans la nuit de jeudi à vendredi, 315 personnes, dont 303 élèves âgés de 8 à 18 ans et 12 enseignants, ont été kidnappés par un groupe armé entre 1h et 3h du matin, soit près de la moitié des élèves de l'établissement. À noter qu'un autre groupe armé avait attaqué un lycée de l'état voisin de Kebbi et kidnappé 25 jeunes filles dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 novembre. Pour l'instant, personne n'a revendiqué ces 2 attaques. En tout cas, le président américain Donald Trump a réagi ce vendredi, estimant, je cite, que ce qui se passe au Nigeria est une honte. Il a menacé d'intervenir militairement, accusant les autorités nigérianes de, je cite, tolérer les meurtres de chrétiens par des islamistes radicaux. Les autorités nigérianes ont réagi à ces déclarations, qualifiant ces affirmations de fondamentalement erronées, puisque ces attaques visent et tuent aussi bien des chrétiens que des musulmans. Et on termine avec cette info, et c'est plutôt une bonne nouvelle, les vaccins contre le papillomavirus humain diminueraient de 80% le risque de cancer de col de l'utérus chez les personnes qui ont été vaccinées à 16 ans ou avant. Ce sont les conclusions d'une nouvelle étude de l'organisme Cochrane publiée ce lundi. Le papillomavirus, c'est un virus sexuellement transmissible qui est à l'origine de nombreuses pathologies, dont en premier lieu des cancers du col de l'utérus. Et selon cette vaste étude, le vaccin réduit fortement l'incidence des lésions précancéreuses du col de l'utérus chez les jeunes femmes vaccinées tôt. Il diminue aussi l'apparition de verrues génitales. À noter que ce vaccin concerne aussi les garçons, il les protège des verrues génitales donc, mais aussi des cancers liés à ce virus, comme les cancers de l'anus ou du pénis. En France, la vaccination est recommandée pour tous les adolescents, filles et garçons, généralement entre 11 et 14 ans. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités. Je le disais donc, pour découvrir mes interviews et découvrir aussi les actualités culturelles, rendez-vous en podcast, je vous mets le lien directement en description. Autrement, vous tapez Hugo Décrypte, vous allez pouvoir le retrouver. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.